Imaginez, un président retranché derrière les murs dorés de l'Élysée, des foules massées dans les rues, et un slogan qui claque comme un coup de tonnerre, Macron, démission. On dirait le trailer d'un blockbuster. Mais non, c'est la réalité française. Un pays entier transformé en plateau de film où la politique flirte avec la tragédie grecque. Sauf que la tragédie, ici, elle est écrite par le peuple lui-même. La question n'est plus « est-ce que ça va exploser ?», mais « quand et jusqu'où ?» Bienvenue dans la France d'aujourd'hui, où l'odeur des lacrymos se mélange à celle du café du matin, et où chaque marche dans la rue ressemble à une bataille décisive. Ce n'est pas une simple grogne sociale, c'est une lame de fond qui secoue les institutions. Un président jeune, ambitieux, convaincu d'incarner l'avenir, face à un peuple qui lui reproche d'avoir oublié le présent. Derrière chaque banderole, chaque pavé arraché, chaque slogan, c'est une question de fond qui gronde. À qui appartient réellement la République ? Au palais présidentiel ou aux millions de citoyens qui se sentent exclus des décisions? Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans cette confrontation explosive. Les raisons de la colère, les revendications, la cible de l'Élysée, et surtout, les scénarios concrets qui pourraient, ou non, précipiter Emmanuel Macron vers la sortie. Pas de détour, pas de filtre, uniquement l'essence brute de la tension politique française, servie avec une pointe de satire pour faire passer la pilule. Partie 1. Pourquoi la rue gronde? Quand le couvercle explose, c'est rarement la faute de la casserole, mais de ce qu'on y a mis dedans. Voilà le proverbe du jour. Et devinez quoi? En France, la casserole déborde, et les Français, eux, ont décidé de se transformer en chef d'orchestre de casserole, mais dans la rue. Alors, pourquoi ce peuple, qu'on nous vend souvent comme amoureux des terrasses, du vin rouge et du béret, passe-t-il autant de temps dehors à bloquer les routes? La réponse est simple, parce qu'ils n'en peuvent plus. Oui, c'est aussi direct que ça. Depuis 2017, Emmanuel Macron a enchaîné les réformes comme un joueur de poker qui mise toujours plus gros en pensant que la table entière va applaudir. Mais non, au lieu d'applaudissements, il récolte huées, slogans et, bien sûr, des millions de Français dans la rue. C'est ça, la magie du macronisme. Chaque réforme est censée être courageuse et moderne, mais dans la vraie vie, elle ressemble surtout à une gifle. Souvenez-vous des Gilets jaunes en 2018. Tout est parti d'une simple taxe sur le carburant. Officiellement, c'était pour sauver la planète. Officieusement, les Français ont vu surtout une facture encore plus salée à la pompe. Et au lieu de calmer les esprits, Macron a jeté de l'huile, sur le feu, pas dans le moteur. Résultat, le pays a découvert qu'il existait un peuple invisible, ces travailleurs qui se lèvent tôt, paient leurs impôts, mais n'arrivent plus à finir le mois. Les ronds-points sont devenus des plateaux télé improvisés, et le reste de l'Europe a découvert qu'en France, une veste fluo pouvait faire trembler un président. Et si vous pensiez que c'était juste une parenthèse folklorique, détrompez-vous. Ce n'était que le début d'une longue saga. Parce qu'après l'essence, est venu le tour des retraites. Ah, les retraites. Macron a décidé que les Français devaient travailler plus longtemps. Parce que, paraît-il, vivre plus longtemps, c'est un luxe qu'il faut financer. Traduction pour beaucoup, bosser jusqu'à l'usure, pendant que les élus continuent de cumuler avantages et privilèges. La rue a explosé. Des millions de personnes ont manifesté. Des syndicats qu'on croyait endormis se sont réveillés. Mais au sommet, rien. Macron a tenu bon, comme si tout ça n'était qu'une crise passagère. Ajoutez à ce cocktail une inflation qui grignote le portefeuille comme une souris affamée. En 2025, les prix alimentaires ont grimpé encore, et l'énergie est devenue un cauchemar domestique. Faire ses courses aujourd'hui en France, c'est un peu comme jouer au loto. Tu arrives avec un billet de 50 €, et tu ressors avec une baguette, 2 tomates, et peut-être un paquet de pâtes si tu as de la chance. Et pendant que le peuple calcule ses dépenses à la centime près, le président multiplie les voyages à l'étranger, serrant des mains, posant sur les photos, et se rêvant en leader de l'Europe. Voilà le cœur du problème. Les Français n'ont pas seulement mal au portefeuille, ils ont mal au respect. Parce que ce qu'ils voient, c'est un président qui leur parle comme à des enfants capricieux. Vous vous rappelez sans doute de ces petites phrases « Je traverse la rue »,« Je vous trouve du travail » ou encore « Ceux qui ne sont rien ». Ces mots, ils collent comme une étiquette. Ils rappellent chaque jour à des millions de citoyens que leur président les regarde d'en haut. Alors aujourd'hui, la rue n'est pas simplement un défouloir. C'est une cour de justice populaire. Les slogans ne réclament plus seulement plus de salaire ou moins d'impôts. Ils demandent une démission. Ils réclament une révocation. C'est la preuve qu'un cap a été franchi. Le peuple ne croit plus aux promesses, il veut reprendre le contrôle. Et c'est pour ça que les cortèges se rapprochent de l'Élysée. Parce que l'Élysée, ce n'est pas juste un palais, c'est le symbole d'un pouvoir qui, selon beaucoup de Français,
c'est barricadé. Alors, quand des milliers de manifestants s'y dirigent, c'est comme s'ils disaient « Tu peux t'enfermer derrière tes murs, mais tu ne peux pas te cacher éternellement de la colère du peuple. » Voilà pourquoi les Français descendent dans la rue, pourquoi chaque jour de manifestation ressemble à un épisode supplémentaire d'une série dont personne ne connaît la fin. Et la vraie question, c'est « Jusqu'où tout ça peut aller ? Est-ce qu'on assiste à une simple poussée de colère, ou bien au début d'une fracture historique qui peut changer le destin du pays ? La réponse, nous allons la chercher ensemble, parce que ce n'est que la première étape de notre enquête. Et si la rue gronde si fort, attendez de voir ce qui se cache derrière, les échecs cuisants du pouvoir et les cicatrices qu'ils ont laissées dans toute la société française. C'est ce que nous allons explorer, tout de suite. Partie 2, les échecs pointés. Économie, services et perception d'injustice. Imaginez une grande maison qui coûte une fortune à entretenir. Le toit fuit, la chaudière est en panne, et les murs s'effritent. Mais le propriétaire préfère repeindre la façade pour impressionner ses voisins. Voilà, mesdames et messieurs, la France version Macron. Les Français, eux, vivent à l'intérieur de cette maison. Et croyez-moi, ils ont froid. Commençons par l'économie, ce terrain où Macron se présente comme le président des réformes courageuses. Courageuses pour qui ? Certainement pas pour ceux qui passent leur fin de mois à jongler entre le loyer, les courses et l'électricité. La dette publique ? Un monstre. Elle a explosé comme une carte de crédit sans plafond. Chaque année, l'État emprunte davantage, et chaque année, on nous promet que, demain, tout ira mieux. Mais le « demain » français ressemble au régime éternel, toujours reporté, jamais atteint. Et à qui profite ce système ? Pas aux Français qui se demandent pourquoi leurs impôts flambent pendant que les services publics s'effondrent. Prenons les hôpitaux. Autrefois fierté nationale, aujourd'hui comparable à des zones sinistrées. Manque de lits, manque de soignants, urgences saturées. Les soignants crient à l'aide, mais au sommet, on se félicite d'avoir trouvé des milliards pour soutenir de grandes entreprises. Comme si sauver une banque avait plus de valeur que sauver une vie. Voilà le paradoxe macroniste. Injecter des milliards là où le citoyen moyen ne verra jamais un seul centime et demander au peuple de serrer encore la ceinture. Puis viennent les écoles. Manque de professeurs, classes surchargées, bâtiments délabrés. Les parents voient bien que leurs enfants sont les oubliés d'un système qui se vante pourtant d'être une priorité nationale. Pendant ce temps, au sommet, on organise des grands débats sur l'école du futur. Mais dans le présent, les élèves apprennent avec des manuels usés et des enseignants épuisés. Les routes, hors des grandes villes, c'est une loterie. Les nids de poules sont devenus un sport national. Les automobilistes n'ont pas besoin de stage de pilotage, ils expérimentent tous les matins sur le chemin du travail. Et tout ça alors que la fiscalité reste l'une des plus lourdes d'Europe. Les classes moyennes et populaires portent la France à bout de bras. On leur explique que c'est pour l'intérêt général. Mais l'intérêt général ressemble de plus en plus à un club VIP dont ils sont exclus. Les grandes fortunes, elles, s'en sortent mieux que jamais. Entre exonération fiscale et niches taillées sur mesure, les riches prospèrent. Résultat, des inégalités qui se creusent, une fracture sociale qui s'élargit, et un sentiment croissant d'injustice. Mais parlons aussi de la sécurité, autre chantier en ruine. Depuis 2017, les agressions et cambriolages ont augmenté. Les Français, qu'ils vivent en banlieue ou en province, racontent ce même sentiment, celui d'un État qui parle beaucoup de « vivre ensemble », mais qui ne garantit même plus la tranquillité dans les rues. Des zones dites de non-droit se multiplient, et le pouvoir se contente de grandes déclarations. Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron s'affiche comme le champion de l'Europe, l'ami des grands de ce monde, l'homme des dîners d'État et des conférences internationales. Mais au pays, son image se réduit à celle d'un président arrogant, déconnecté, celui qui regarde les Français comme des élèves indisciplinés. Souvenez-vous de ces petites phrases. Traversez la rue et je vous trouve du travail. Ceux qui ne sont rien. Ces mots-là, ils ne disparaissent pas. Ils collent comme un tatouage involontaire. Chaque fois qu'un citoyen lutte pour payer ses factures, il se rappelle de ce mépris. Ce n'est donc pas seulement une question d'économie ou de sécurité. C'est une question de respect. Les Français ont l'impression d'être gouvernés par un président qui vit dans une bulle dorée, entouré d'élites, d'experts et de conseillers qui n'ont jamais mis les pieds dans une supérette un samedi soir. Et c'est là que réside la vraie fracture, ce fossé entre un pouvoir qui se veut moderne, rationnel, global, et un peuple qui vit, chaque jour, les galères concrètes de la survie. Entre un président qui rêve d'Europe et de diplomatie, et des Français qui veulent juste remplir leur frigo sans se ruiner. Voilà pourquoi la colère est si profonde. Parce que chaque échec économique,
chaque défaillance sécuritaire, chaque petite phrase méprisante, s'accumule comme une goutte d'eau. Et aujourd'hui, le vase a débordé. Mais la question devient plus précise. Que veulent concrètement ces manifestants? Pourquoi l'Élysée est-il devenu le cœur de leur colère, leur cible symbolique? C'est ce que nous allons voir maintenant, en plongeant au cœur des revendications. Partie 3. Que veulent les manifestants? Et pourquoi viser l'Élysée? Imaginez un stade de football géant. Les spectateurs sont des millions de Français. Les joueurs, c'est le gouvernement. Et l'arbitre, eh bien, il n'existe pas. Le match est truqué. Et le peuple en a assez. Alors ils décident de descendre eux-mêmes sur le terrain pour reprendre la balle. Voilà l'image parfaite des manifestations actuelles. Mais attention, ce n'est plus une foule désorganisée qui crie des slogans vagues. Non. Aujourd'hui, les revendications sont claires, affichées sur des pancartes et scandées à chaque coin de rue. Première demande, la plus bruyante, Macron, démission. 3 mots simples, répétés comme une chanson entêtante. Les manifestants ne veulent plus seulement de réformes corrigées ou de mesures adoucies. Ils veulent le départ pur et simple du président. Dans leur esprit, Macron n'est plus l'homme qui gouverne, il est devenu le symbole d'un système qui méprise et qui trahit. Et puis, il y a cette idée qui revient sans cesse, la révocation. Oui, certains manifestants parlent ouvertement d'utiliser l'article 68 de la Constitution, qui permet de destituer le chef de l'État en cas de manquement à ses devoirs. Techniquement compliqué? Bien sûr. Mais dans la rue, ce n'est pas la technique qui compte, c'est le symbole. Réclamer la révocation, c'est dire « nous ne sommes plus gouvernés par un président légitime ». Mais ce n'est pas tout. Parce que derrière le « Macron dehors », il y a une liste de doléances longue comme un inventaire de supermarchés. Les manifestants veulent du concret, une baisse des taxes, une hausse du pouvoir d'achat, une vraie politique pour la sécurité, un retour de l'État dans les services publics. Ils ne réclament pas des privilèges. Ils veulent juste que la République fonctionne pour eux, pas seulement pour les élites. Et puis, il y a les plus radicaux, ceux qui parlent carrément de 6 républiques. Dans leur vision, fini la monarchie républicaine, où un président concentre trop de pouvoir. Ils réclament plus de démocratie directe, avec des référendums citoyens. En clair, donner au peuple les clés de la maison au lieu de les laisser derrière la porte. Mais pourquoi viser l'Élysée? Pourquoi ce palais? Pourquoi cette adresse précise au cœur de Paris? Parce que l'Élysée, c'est bien plus qu'un bâtiment. C'est le sanctuaire du pouvoir exécutif, l'endroit où le président prend ses décisions à huis clos. Pour beaucoup de Français, c'est aussi une forteresse, un mur entre eux et celui qui est censé les représenter. Quand les cortèges s'approchent de l'Élysée, ce n'est pas pour l'esthétique des grilles en fer forgé. C'est pour envoyer un message clair, nous ne voulons plus être ignorés. C'est un bras de fer symbolique. L'image de manifestants face au palais présidentiel rappelle 1968, et même les révolutions qui ont façonné l'histoire de la France. Ce n'est pas une promenade, c'est une déclaration de guerre symbolique. Ton pouvoir est là? Alors c'est là que nous viendrons. Mais attention, derrière cette union apparente, il existe une diversité de voix. On trouve les gilets jaunes, toujours présents, les syndicats, les étudiants, les retraités, les agriculteurs, et même des citoyens apolitiques qui n'avaient jamais manifesté auparavant. Tous unis dans la colère, mais pas toujours d'accord sur la suite. Les uns veulent la chute immédiate de Macron, d'autres se contenteraient de réformes concrètes, et d'autres encore rêvent d'un nouveau système entier. Et c'est là toute la complexité du mouvement. Sa force, c'est cette diversité. Mais sa faiblesse, c'est l'absence d'un leader clair. Pas de figure unique qui canalise la colère, pas de programme commun qui transforme l'indignation en stratégie. Pour l'instant, la rue parle d'une seule voix, Macron, dehors. Mais après, comment organiser l'après-Macron? La question reste sans réponse. Ce qui est certain, c'est que la cible est choisie avec soin. En visant l'Élysée, les manifestants tapent au cœur du pouvoir. Ils savent que tant qu'ils resteront sur les ronds-points ou les grandes avenues, ils peuvent être ignorés. Mais face aux grilles du palais présidentiel, impossible de détourner le regard. Chaque photo, chaque vidéo devient une arme médiatique. Voilà pourquoi ces manifestations sont différentes. Ce ne sont plus de simples cortèges contre une réforme. C'est une contestation qui vise le sommet de l'État. Une colère qui ne demande pas seulement des ajustements, mais une refondation du contrat entre le peuple et son président. La vraie question est désormais, cette colère, aussi puissante soit-elle, peut-elle renverser Macron? Peut-elle briser les murs de l'Élysée, non pas physiquement, mais politiquement? Peut-elle transformer la rue en un changement concret de cap? C'est ce que nous allons explorer dans la partie 4, où nous analyserons les scénarios possibles.
destitution, démission, paralysie du pays, ou simple compromis. Préparez-vous, car c'est ici que les hypothèses deviennent explosives. Partie 4. Peut-on vraiment renverser Macron? Les scénarios et leurs chances. D'accord, on est arrivé au moment où le menu politique s'ouvre devant nous. Si la rue est en colère et que l'Élysée fait le dos rond, quels sont les vrais chemins possibles pour faire tomber ou au moins profondément ébranler un président? Ici, pas de slogan, juste la liste froide et salée des options constitutionnelles, politiques et sociales. Et oui, certaines sont possibles, d'autres relèvent plus du roman politique que de la réalité. On y va calmement mais pas trop. Scénario 1, la destitution constitutionnelle, l'option, article 68. Sur le papier, il existe bien une procédure pour destituer un président. Elle est écrite, précise, solennelle. Mais sur le terrain, elle ressemble à un colosse à qui il faut retirer une armure avant de le faire tomber. Il faut qu'un nombre significatif de parlementaires dépose une proposition, que le texte soit jugé recevable, et au final que le Parlement réuni en haute cour prononce la destitution. Techniquement possible? Oui. Probable? Très peu. Pourquoi? Parce que cela demande un consensus gigantesque au sein de l'Assemblée et du Sénat, ce n'est pas une manœuvre de coin de rue. C'est une procédure de haute politique, qui exige majorité large, temps, et preuve d'un manquement d'un niveau exceptionnel. En clair, la porte existe, mais elle est blindée. Scénario 2. La démission volontaire, l'option, beau geste. La démission d'un président est la voie la plus simple sur le papier. Mais c'est aussi la plus dépendante du cœur humain et des égos. Historiquement, un chef d'État qui possède encore des marges de manœuvre préfère souvent tenir jusqu'à la fin de son mandat plutôt que d'abandonner la scène. Une démission n'arrive que si la pression devient intenable, autrement dit, si le tissu social, économique et politique se délite tellement qu'il menace la continuité de l'État. C'est une possibilité, donc, mais une probabilité qui reste faible sans un effondrement total de soutien politique et institutionnel. Scénario 3. La paralysie par la rue, l'option, grève générale. Ah, le grand classique à la française, bloquer le pays jusqu'à obtenir quelque chose. Les grandes grèves et mobilisations ont déjà forcé des gouvernements à reculer dans le passé. Quand les transports s'arrêtent, les hôpitaux travaillent au ralenti et les infrastructures essentielles sont prises, le coût politique grimpe très vite. Là encore, historique ne veut pas dire automatique. Pour qu'une paralysie fonctionne aujourd'hui, il faut une coordination large, syndicats puissants, unions professionnelles, mouvements citoyens qui acceptent d'unir leurs moyens. Sans chef unique ni feuille de route partagée, la colère peut être énorme et dispersée à la fois. Beaucoup de bruit, moins d'effets concrets. Mais si les syndicats clés décident d'un blocage massif et durable, le gouvernement peut être forcé de céder sur des points majeurs. Ne pas sous-estimer ce pouvoir de nuisance, mais ne pas le considérer comme un outil sûr de remplacement politique. Scénario 4. La dissolution de l'Assemblée nationale, l'option, coup de poker. Le président peut dissoudre l'Assemblée et provoquer des élections législatives anticipées. C'est un pari risqué, soit il recouvre une nouvelle majorité de soutien, soit il s'expose à une vague contre lui qui affaiblit durablement son pouvoir. Dissoudre, c'est remettre la décision entre les mains des électeurs et parfois, c'est exactement ce que cherche un président quand il estime que la scène politique lui est favorable. Mais si l'électorat est en colère, la dissolution peut se retourner contre lui et créer un paysage parlementaire encore plus hostile. C'est un acte à haut risque politique, efficace si bien joué, catastrophique si mal évalué. Scénario 5. Recalibrage politique, l'option, compromis désordonné. Souvent, la route la plus réaliste est un ensemble de concessions. Le gouvernement peut offrir des ajustements, hausse ciblée des salaires, retrait de certaines réformes, mesures immédiates pour le pouvoir d'achat pour calmer le terrain. Ces compromis ne font pas partir un président, mais ils peuvent désamorcer la mobilisation et ramener de la respiration politique. C'est la voie de la négociation, parfois perçue comme lâche, souvent efficace. Les grandes coalitions locales, des accords avec des syndicats et un calendrier de mesures concrètes permettent de désamorcer la crise sans renverser l'appareil d'État. Scénario 6. Effondrement institutionnel, l'option, pire des scénarios. Moins probable, mais impossible à ignorer. Une combinaison d'échecs économiques, d'explosions sociales et de blocages politiques qui mènerait à une crise durable de gouvernance. Dans ce cas, l'élection ne suffit plus, et l'on entre dans une période où les institutions travaillent au ralenti. Cet état est dangereux pour la stabilité, pour l'économie et pour la confiance des citoyens. Les démocraties n'aiment pas les vides de pouvoir, elles tentent toujours de les combler, souvent de manière improvisée et douloureuse. Alors, quelles sont les chances réelles? Et quel est le plus probable? Regardons les faits froidement. La destitution reste possible mais exige un large front parlementaire et des preuves accablantes.
La démission exige un effondrement d'appui que l'on ne voit pas toujours instantanément. La dissolution est un pari politique qu'un président peut tenter, mais qui peut le détruire s'il perd. La paralysie sociale peut obtenir des concessions réelles, mais elle demande coordination et endurance. Enfin, le compromis reste l'issue la plus accessible pour la plupart des gouvernements face à une fronde durable. En résumé, et sans vouloir jouer au météorologue extrême, le scénario le plus crédible à court terme est un mix. Pression populaire et syndicale élevée, concessions partielles, manœuvres politiques pour redessiner les équilibres, et une présidence affaiblie mais encore en place. Le scénario spectaculaire d'une destitution formelle reste possible mais improbable, sauf si des éléments nouveaux et très lourds viennent bouleverser l'équation. Quant à l'effondrement institutionnel, il est la ligne rouge que tous veulent éviter, mais la panique et le désordre pourraient le rendre plus proche que prévu si la situation dégénère. Que regarder maintenant pour deviner la suite? Surveillez 3 choses. L'unité et la force de coordination des syndicats et mouvements sociaux, la capacité des partis à créer des majorités parlementaires alternatives, et les signaux d'usure au sein même de l'appareil présidentiel, démission, désaccords visibles, perte de soutien. Ces 3 indicateurs diront si l'on se dirige vers un compromis, un choc électoral, ou quelque chose de plus profond. Et pour finir, petite leçon à la fois sérieuse et sarcastique. La politique est souvent une combinaison d'ego, de procédures écrites et de réalités matérielles. On peut écrire des constitutions parfaites, mais si le pain manque et si la colère monte, les grands mots de la loi se retrouvent vite face à la réalité des rues. Alors non, renverser un président n'est pas un geste simple. C'est une suite de choix, d'alliances et de temps. Le peuple peut forcer un changement, mais transformer la colère en alternative politique durable reste l'épreuve la plus difficile. Voilà pour la cartographie des options. À présent, que veux-tu que l'on fasse ensemble? On transforme tout ça en un décompte minute par minute pour la voix off finale? Ou je te prépare une conclusion marquante, prête à lancer le débat et à engager l'audience? Dis-moi et j'écris immédiat, précis, implacable. Alors voilà, on a traversé la tempête. Les rues grondent, l'Élysée résiste, et les scénarios s'entrechoquent. Destitution, démission, dissolution, blocage. Chacun ressemble à une carte d'un jeu de poker où personne ne sait vraiment qui bluffe et qui tient un jeu gagnant. Macron, lui, joue la montre. Le peuple, lui, joue l'usure. Et l'histoire? Elle attend son dénouement, comme un spectateur dans un stade qui retient son souffle avant le but décisif. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut plus ranger ça dans la case « crise passagère ». On parle d'un choc profond entre une présidence qui veut durer et un peuple qui veut changer les règles. La suite? Elle dépendra d'une seule chose, de la capacité des Français à transformer la colère en stratégie et du président à transformer l'isolement en compromis. Alors, maintenant je te pose la question, quel scénario tu crois le plus probable? Destitution? Départ volontaire? Blocage du pays jusqu'à craquer? Dis-le dans les commentaires, et je te promets qu'on ouvrira le débat ensemble. Si tu veux suivre toute l'évolution de cette crise, abonne-toi et active la cloche, parce que l'histoire s'écrit en direct, et on va la décortiquer ensemble pas à pas. Et si tu as aimé cette plongée, partage la vidéo parce qu'en France, une voix peut sembler petite, mais ensemble, ça devient une marée.